Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission L'heure de vérité qui aborde ce soir un sujet lié au déplacement du président de la République Denis Sassou Nguesso en Afrique du Sud où il est allé prendre part au 15e sommet des BRICS en qualité d'invité spécial de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce sommet réunit du 22 au 24 août 2023 les 5 chefs d'État des BRICS et une cinquantaine de délégations. Denis Sassou Nguesso au sommet des BRICS, quel intérêt pour le Congo et quels sont les enjeux de cette 15e rencontre de haut niveau de ce cartel des pays très émergents? Éléments de réponse sur ce plateau avec nos 3 invités. Nous sommes avec Marcelin Lebela, il est économiste. Nous sommes avec Dr Michel Niama, économiste également et commissaire sortant en charge du marché commun de la CEMAC. Enfin, nous sommes avec le ministre Rigobert Mabundu, secrétaire général de la Task Force. Bonsoir, monsieur le ministre, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Lebela. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, du 22 au 24 août se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud, la 15e édition des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les 5 pays les plus émergents de la planète. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, y est présent. Il est l'invité spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Première question sur ce plateau. Alors, c'est quoi les BRICS et quelle est leur place dans l'économie mondiale? Je vais commencer par monsieur le ministre. Merci madame. Permettez-moi d'apporter une petite correction. Je ne suis pas le secrétaire général, je suis le secrétaire permanent. Secrétaire permanent. De la Task Force des politiques économiques et sociales. Madame, le BRICS, c'est un acronyme qui rassemble les 5 pays, comme vous avez indiqué, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est un concept qui a été créé en 2001 par un collègue économiste qu'on appelle Jim Nels, qui d'ailleurs appartenait à la banque d'investissement Goldman Sachs, après avoir constaté la similitude dans les cheminements des modèles de développement entre ces différents pays. 5 ans après, en 2006, ces pays qui, justement, eux-mêmes s'étaient rendus compte de la proximité des différents processus de développement, se sont rapprochés pour prendre la décision de devenir un pôle de développement important. Et à partir de 2010, ils ont été rejoints par l'Afrique du Sud. C'est pour cela que ceux qui étaient au départ BRIC est devenu BRICS, avec ces différents 5. Alors, les BRICS, c'est donc une influence économique mondiale qui défend des intérêts particuliers. Le premier des intérêts, c'est la souveraineté des États. Le système que nous avons hérité de la guerre mondiale, et notamment des instituts Bretton Woods, ne permettent pas à tous les États de jouer une influence particulière sur les relations économiques internationales et même les relations internationales tout court. Et c'est pour cela que la question de la souveraineté a été remise au centre du jeu par ces différents pays. Deuxième intérêt, c'est l'intérêt du développement. Mais le développement à partir de 2 directions. La première, c'est l'État fort qui doit s'exprimer pour réguler le développement lui-même. Et de l'autre côté, il y a les exportations, comme c'était le cas à l'époque de ce qu'on appelait les dragons, en Asie, notamment Singapour, Taïwan, ainsi de suite. C'est un peu le concept qui a été repris et qui leur a permis de se repositionner sur l'échiquier mondial. Troisième intérêt, c'est l'intérêt du développement durable. Vous savez, aujourd'hui, le développement ne peut pas faire fi de la prise en compte des générations à venir, donc de la prise en compte des questions de l'environnement. Et c'est pour cela que le développement durable est devenu quelque chose de fondamental dans les BRICS. Et enfin, dernier intérêt, c'est l'intérêt de la coopération internationale à partir des principes qui sont importants. Il y en a 2. Il y a l'égalité entre les acteurs. Vous voyez les BRICS tels qu'ils sont là. Il n'y a pas un qui est plus grand, il n'y a pas un qui est plus petit. C'est le principe de l'égalité au niveau de tout le monde et chacun a la même voix. Ce qui fait qu'effectivement, les BRICS aujourd'hui sont devenus au total, madame, un pôle d'influence important qui peut rivaliser avec le G7. Par exemple. La preuve en est qu'au niveau des indicateurs, vous avez ce pôle qui représente à peu près un peu plus du quart de la richesse mondiale, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, mais qui rassemble en termes de population un peu plus de 45% de la population de la planète. Donc vous voyez très bien que c'est une puissance à la fois démographique et économique qui pèse sur le monde pour rivaliser le G7, mais aussi pour donner une nouvelle perspective à l'économie mondiale eu égard à l'essoufflement
des organisations ou des institutions que nous avons héritées de la guerre, et notamment les institutions de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Donc, les BRICS constituent donc une force économique considérable. Peut-on donc conclure que ce système vient remettre en question, en cause, les instruments de Bretton Woods? Je vais donc poser la question au docteur Niama. Merci, Madame. Nous devrions retenir quelques données clés qui pourraient vous dire à quel point le BRICS est devenu un club qui pèse lourd dans l'économie mondiale. Les BRICS aujourd'hui, c'est 32% du poids économique au niveau mondial, et le G7 ne représente plus que 29,3%. Et les BRICS sont donc au-dessus du G7. Des données du FMI, pour vous dire à quel point cette réunion est d'une importance tout à fait capitale. Désormais, le monde a connu des progrès assez importants, et je crois que c'est M. le ministre qui parlait tout à fait d'un essoufflement. Ce n'est forcément peut-être pas un essoufflement, mais une habitude en termes de routine. Ceux qui ont créé ces institutions très tôt ont pensé qu'ils devraient demeurer les maîtres, gérer et faire des concessions aux nouveaux venus. En fait, à Bretton Woods, nous sommes une quarantaine de pays. Nous sommes à la sortie de la guerre. Nous sommes en juillet 1944. Ils se retrouvent dans le New Hampshire, à Bretton Woods, comme on l'appelle, la petite ville. Et ils s'entendent à mettre en place un certain nombre d'institutions qui devraient désormais aider à réguler le monde. D'un côté, ils ont créé la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui devrait donc appuyer la relance ou la reconstruction de l'Europe, pour l'essentiel l'Europe qui était fortement détruite, et de l'autre, le Fonds monétaire international qui devrait appuyer tous les aspects inhérents aux difficultés de balance de paiement que les différents pays devraient avoir. Chemin faisant, comme l'a dit tantôt M. le ministre, il y a eu un certain nombre de réformes, mais des réformes qui étaient toujours en faveur des créateurs. L'arrivée massive au cours des années 60 des nouveaux pays indépendants, notamment africains et autres, n'a pas forcément modifié l'ossature et l'architecture d'ensemble, au point où nous nous sommes tous retrouvés membres, mais pas forcément avec les mêmes droits, avec la capacité de pouvoir bénéficier des mêmes institutions qui ont aidé l'Europe à se relever. Et chemin faisant, fort heureusement, nous avons fini avec le XXe siècle. Cette économiste a dû observer le phénomène, mais qui était tout à fait particulier, dire qu'il y avait un certain nombre de pays, des grandes nations, qui étaient en train d'émerger. Et de leur émergence, on constatait qu'ils commençaient à peser assez lourd au niveau de l'économie mondiale, environ 16%. Là, nous sommes en 2001. Et vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en 2023. Ils sont déjà à 32,1, donc dépassons même vite, le bloc des 7 qui faisait la pluie et le beau temps, qui savait orienter et qui avait mis à la disposition du monde une hiérarchie de monnaie avec pour principale monnaie le dollar tel qu'on le connaît, avec toutes les vicissitudes que l'économie mondiale a vécues et a dû supporter. On arrive à un niveau où, aujourd'hui, du point de vue du commerce mondial, notamment des marchandises, vous voyez à quel point les BRICS pèsent et se demandent est-ce qu'il est toujours utile et nécessaire de continuer à commercer avec une monnaie qui n'est pas forcément la nôtre, alors que nous produisons. Nous avons une monnaie, et pourquoi ne pas échanger directement avec notre propre monnaie? Voilà pourquoi l'idée de faire des échanges avec des monnaies locales. Et je crois que nous allons y arriver. Et donc, vous comprenez déjà l'ambition. Et quand ça devient comme ça, cela inquiète l'ancien dispositif existant. Et vous le comprenez, les pourcentages, lorsqu'on est à 32,1 et l'autre n'est encore qu'à 29, il n'y a pas de doute que la croissance fulgurante de ces pays, à lui tout seul, redessine le monde. Monsieur le ministre citait le poids même démographique. Lorsque vous êtes déjà à plus de 40% et que vous avez une cinquantaine de pays qui veulent adhérer ou se rapprocher de vous, vous avez vu l'Afrique du Sud a fait tellement une grande ouverture pour que cette institution, sœur qui arrive, soit une institution pas forcément rivale, mais qui crée des conditions
d'une possibilité d'accéder à plus de ressources que le FMI et la Banque mondiale n'étaient jusque-là en mesure de pouvoir offrir. On n'en dira pas plus, puisque dès 2015, nous avons eu notre banque de développement qui a été créée par ces BRICS, hein, et qui a commencé avec un capital très fort de 250 milliards de dollars et qui a attiré déjà les appétits d'un certain nombre de pays, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis, qui se sont très vite rapprochés pour dire, même si nous ne sommes pas BRICS, nous apportons également notre contribution. C'est de dire qu'on a beaucoup de pays qui expriment des besoins de développement, ont besoin d'y aller, mais l'accessibilité aux ressources n'était pas toujours acquise. Et cela se présente désormais comme une alternative crédible. C'est parce qu'elle est devenue une alternative crédible que tous les pays n'ont pas hésité à aller vers cette grande rencontre qui prend maintenant une dimension mondiale incontestable, mais qui, au-delà de cette dimension, crée une opportunité de discuter de manière beaucoup plus... on va dire d'égal à égal. Voilà, beaucoup plus d'égal à égal, mais de manière dans un cadre partenarial du gagnant-gagnant, mais pas d'un ensemble de pays qui, jusque-là, n'avaient subi que la règle des plus forts, c'est-à-dire des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont créé Bretton Woods à leur image. Les corrections ont été demandées plusieurs fois, mais elles ne sont pas arrivées. Imaginez qu'aujourd'hui, en termes de droit de vote, ces BRICS ne pèsent que pour 15%. Alors qu'aujourd'hui, du point de vue du poids économique, ils sont déjà 32,1%. Donc, un montant nettement supérieur au G7 qui jusque-là continue à faire la loi. Je crois que je préfère m'arrêter là et vous comprenez bien tout l'intérêt de cette... Je vais passer la parole à M. Lebela. On peut donc considérer l'arrivée des BRICS comme une sorte de réveil face au système de Bretton Woods qui ne satisfait pas tout le monde aujourd'hui. Exactement, madame. Je crois que les premiers invités ont abordé presque tous les aspects de la question. Mais il va falloir que vous vous souveniez qu'après la guerre de 1945, donc, il fallait relancer l'économie mondiale. Et les États-Unis avaient convoqué une réunion où 44 pays se sont présentés. Et la délégation britannique était dirigée par l'économiste John Maynard Keynes. Et nous avions aussi eu un conseiller du Trésor américain, un assistant du ministre des Finances, l'équivalent, qui se sont présentés et qui se sont taillés la part du lion au cours de cette réunion. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Une réunion qui était prévue pour installer un système économique mondial où tout le monde devait avoir la main, mais ils en ont profité pour en avoir la mainmise. Et au-delà, 7 pays désormais commençaient à dicter les orientations économiques à tout le monde entier. Cette situation devenait insupportable. D'abord parce que l'arrogance commençait à monter au sein de cette institution. Et cette arrogance ne permettait plus à tous les pays de supporter. Vous imaginez la Chine, deuxième pays, toujours exclu, et tous les autres pays étaient exclus. Donc, ces BRICS se sont entendus pour mettre en place. Donc, c'est un événement historique, un grand tournant, un tournant simplement parce que plus jamais, mais les choses ne se passeront plus comme avant. Comment plus comme avant? On aura certainement, à l'issue de la réunion, un nouvel ordre mondial. Et en plus de cela, nous aurons certainement à détrôner le dollar, qui avait une certaine hégémonie sur toutes les autres monnaies. Voilà à peu près ce que... Et qui est jusqu'aujourd'hui la monnaie de référence. La monnaie de référence. C'est vrai que c'est illusoire qu'après cette réunion, la monnaie, elle ne va pas peut-être encore avoir une influence. Je crois qu'il y aura quand même des changements en vue. Monsieur le ministre, nous allons parler des actions et des ambitions des BRICS. Le poids économique, il est considérable, 25% du produit intérieur brut mondial, plus de 40% de la population mondiale. Alors, comment se manifestent sur le terrain les actions des BRICS? Il faut d'abord reconnaître que le monde est en transition, madame. Nous l'avons tous indiqué ici qu'à la fin de la guerre, des organisations internationales ont été mises en place qui ont montré leurs limites, que des nouveaux pays deviennent maintenant des pays émergents en ayant accumulé un stock de capital,
en ayant réussi des exportations importantes à travers le monde, en ayant réussi des investissements, notamment ce qui concerne les infrastructures, qui sont également considérables, mais aussi en développant une forme de coopération dans le cadre de la bataille diplomatique qui leur a permis de rassembler un certain nombre de pays, un peu à l'image de ce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait l'Algérie, on appelait les pays non alignés. Vous voyez, on les rassemble. Donc le pays est en tension, donc on quitte un système qui est vieux, qui est plus ou moins essoufflé, en tout cas le mot a un certain sens, pour aller vers une autre dimension, qui est la dimension où on revendique avant tout la souveraineté des États, madame. Ça, c'est très important. Parce que dans la période que nous avons connue jusqu'à il y a quelques années à peine, la souveraineté était malmenée. Des pays comme les nôtres, comme même ceux qui sont dans le BRICS aujourd'hui, on leur imposait tout, puisqu'il y avait la puissance de tous ces pays qui est une puissance qui ne se disputait pas. Et deuxièmement, le financement de ces économies était assuré par des institutions financières qui étaient sous le contrôle des mêmes États, ce qui posait un problème pour l'accès à ces ressources, puisque un certain nombre de conditionnalités étaient posées, qui étaient surtout des conditionnalités politiques, et qui commençaient justement par gêner l'activité de ces différents pays. Donc aujourd'hui, la projection de ces pays en termes d'action, c'est d'abord de s'ouvrir à travers le monde, mais sans condition. Ce qui est déjà un grand avantage, parce qu'on ne viendra pas pour vous dire, parce que vous n'êtes pas aligné derrière tel pays, parce que vous n'êtes pas LGBT. Alors, non, ça vraiment, il ne s'agit plus de cela. Il s'agit maintenant de se dire que sur la ligne de départ, les pays sont égaux, en droit comme en devoir. Et à partir de ce moment-là, il y a la souveraineté qui s'exprime. Deuxièmement, il y a un accès au financement. Comme je dis, ce sont des actions qui sont posées. Le professeur Niama venait d'indiquer qu'il y a une banque qui a été créée, la nouvelle banque de développement, avec de nombreux milliards qui n'attendent que la demande des différents pays qui peuvent accéder à cela pour assurer leur développement. Et il y a surtout, parmi les actions, vous constaterez que ce soit le Brésil, ou la Russie, ou l'Inde, ou la Chine, ou l'Afrique du Sud, dans ces pays, il y a un stock d'investissement qui constitue ce que nous appelons en économie la formation brute de capital fixe, qui permet de constituer la base du décollage, la base du développement économique. Et vous verrez que dans notre pays, la Chine est présente, comme elle est présente dans plusieurs pays. Vous verrez que dans notre pays, la Russie est présente, comme elle est présente dans plusieurs pays. Vous verrez que dans notre pays, l'Inde est présente, comme elle est également présente dans plusieurs pays. Parce qu'il y a une ouverture. On peut dire que c'est un peu, il prône en quelque sorte le multilatéralisme. Bien sûr, le multilatéralisme, parce que jusqu'à présent, effectivement, l'ancienne dimension de ces organisations dont on parlait tantôt, que nous avons hérité de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des institutions qui étaient plus ou moins monocolores et ne regardaient que dans une seule direction pour assurer les financements. Encore que les choix qu'ils faisaient étaient tellement partisans qu'il n'était pas possible de financer l'ensemble des besoins des pays, surtout ceux qui n'étaient pas dans l'optique qu'ils avaient choisie. Donc, pour répondre de manière raccourcie à votre question, les actions sont les actions d'abord de souveraineté. On reconnaît le droit à ces pays, tous les pays, à exister. Et c'est pour cela que l'un des principes des BRICS, c'est un État fort. L'État doit être fort, respecté, entendu. Deuxième action sont les actions de développement, mais surtout à travers les infrastructures. Parce que tout le monde a compris que le décollage des différents pays du BRICS, comme leur croissance aujourd'hui, n'ont été assurés que grâce à des infrastructures diversifiées dans tous les domaines qui permettent d'avoir une base de décollage économique pour assurer le lendemain. Vous voyez, par exemple, dans notre pays, le pays s'est désenclavé grâce aux routes, grâce aux infrastructures aéroportuaires, grâce aux infrastructures que nous avons dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'université, dans le domaine de l'école. Justement, cela vient un peu de cette culture qu'on essaie d'hériter des BRICS, puisque le modèle économique des BRICS marche et il donne des fruits, il donne des résultats. À partir de ce moment-là, il devient un modèle qu'il faut suivre. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous verrons ça un peu plus tard. Le président a eu raison de répondre à l'invitation qui lui a été faite par son collègue de l'Afrique du Sud pour être à l'école de ce qui se passe dans les BRICS et mettre en perspective notre pays pour des lendemains meilleurs. Alors, on parle de plus de 30 milliards de dollars de projets financiers en 2023. C'est vraiment inespéré, hein, parce qu'on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, au niveau des pays qui ne sont pas encore BRICS, est-ce qu'il y a des bénéfices qui se voient déjà en termes d'action des BRICS, ou ce sont des financements qui se font qu'au niveau des 5 pays membres de cette organisation? Vous pourriez déjà le constater à travers le commerce. Depuis la fin du siècle dernier, nous avons commencé un revirement déjà des exportations des pays comme les nôtres, principalement vers la Chine, l'Inde et les autres. Nos exportations en direction
des anciens pays du G7 sont devenus très minimes, pour ne pas dire presque insignifiants. L'avantage des BRICS, c'est d'abord avoir des grands marchés. Et même en termes d'opportunités d'exportation pour nos pays, c'est quelque chose de capital. À cela s'ajoute le fait que ces exportations qui sont appelées à croître vont bénéficier des infrastructures que tout à l'heure, monsieur le ministre était en train de parler, des infrastructures que nous n'avions jamais eues dans nos pays. Vous vous imaginez aujourd'hui la possibilité pour un planteur qui est installé dans la Sangha à devoir exporter en une journée, faire embarquer dans un cargo, à partir de Brazzaville, sa production en direction d'un pays comme la Chine ou l'Inde, ce qui était non envisageable il y a encore quelques décennies. Ils sont venus faire l'essentiel, notamment en matière d'infrastructure. Donc ça a permis un peu de participer à une émancipation économique d'ensemble et pour lesquelles cela n'a fait que créer des opportunités nouvelles, tant pour la Chine dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, mais également aux acteurs économiques nationaux de bien vouloir se déployer pour la première fois vers l'exportation, mais avec des produits qui soient des produits nationaux. Non seulement des produits nationaux, parce qu'également, quand vous y allez, c'est un marché important. Je vous prendrai un exemple. Un pays comme le Kenya, en exportant des simples avocats, en 3 mois, aurait réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Donc on peut encore continuer à utiliser le dollar, sinon bientôt on pourrait penser à la monnaie kenyane ou directement se faire payer en yuan, lesquels yuan naturellement seront utilisés par les Kenyans, du simple fait que aujourd'hui la Chine est devenue le plus grand pays exportateur au monde et donc tous attendent la marchandise chinoise, on n'aurait pas de difficulté à utiliser le yuan chinois. Au même titre que certaines monnaies pourraient tranquillement connaître, pas une dégringolade, mais une moins utilisation qu'elle ne l'a été jusque-là. Et cela veut donc dire plus d'ouverture, non pas seulement aux BRICS, mais également aux autres pays, notamment les pays du tiers-monde. Comme les nôtres. Comme les nôtres. Nous avons un potentiel, nous avons beaucoup de ressources et pour lesquelles, jusque-là, nous sommes restés handicapés. Et comme vous pouvez le constater, un pays qui se résume presque à exporter un seul produit, le pétrole, c'est pas cela. Le Congo pourrait bien en offrir une dizaine. Et c'est bien dans ce cas d'ailleurs, ce n'est pas l'objet, hein. On aurait dû parler de la ZLECAf également, pour dire si dans 6 ans, qu'est-ce que le Congo doit exporter, je crois que nous y arriverons. Il y a un lien quand même aussi. Tout à fait, parce que de toutes les façons, nous avons un de nos pays, déjà l'Afrique du Sud qui est là, mais vraisemblablement, il y a bien d'autres pays qui ont déjà un potentiel économique assez important, qui vont faire acte de candidature au cours de ce sommet. Là, ils auront même à discuter des modalités d'adhésion des autres pays. Donc ce groupe est appelé à grandir, à augmenter. Et l'Occident a tout intérêt de s'ajuster, à rentrer dans des réformes en profondeur, même si jusque-là, elle avait toujours un peu résisté. Mais là, elle se verrait en devoir pour un monde qui soit effectivement multipolaire et qui puisse être gagnant-gagnant pour les autres. Malheur à celui qui n'aura pas compris cette dynamique économique. Les comptes, on pourra les faire dans les 5-10 prochaines années. Et ça sera très vite parce que de toutes les façons, les BRICS nous ont habitués à des taux de croissance très, très, très élevés, accélérés, pour lesquels il y a des effets tout à fait bénéfiques, même au niveau de nos économies. Nous en souffrons jusque-là parce que quand on est mono-exportateur, mais dès qu'on sera en mesure d'exporter 4, 5, 6 produits, la chaîne d'entraînement en termes de taux de croissance de l'économie congolaise ne pourrait que s'améliorer et se maintenir au mieux, pour ne pas être exposé au yo-yo du seul produit que l'on appelle pétrole. Monsieur le Bella, vous partagez cet avis du Dr Nyama? Exactement, je partage cet avis et puis je voulais simplement ajouter qu'au niveau des actions, nous commençons déjà à assister par exemple à la commercialisation par l'Arabie Saoudite du pétrole à l'Inde en contournant le dollar aujourd'hui. C'est payé en roupies. Et donc, un certain nombre d'actions se passe déjà, il y a la création de la banque. En plus de cela, vous avez au moins 3 piliers de l'action des BRICS. Il s'agit d'un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée. Au-delà, nous avons le développement durable. Vous avez le multilatéralisme qu'on venait d'évoquer, qui est inclusif, donc tout le monde se présente à égalité. Et pour le Congo, l'intérêt vient d'où? Vous savez que nous sommes un pays qui dépendons pratiquement à plus de 50% du pétrole.
Et nous aurons là une occasion, une opportunité de diversifier notre économie. Nous avons des secteurs entiers qu'on n'arrive pas à développer. Je fais allusion au secteur, par exemple, des mines. Pourtant, nous avons des potentialités énormes et nous n'arrivons pas à développer parce que nous n'avons pas assez de financement. Et là, c'est une occasion de financer nos économies, de trouver des partenaires simples. Moi, je crois que le président de la République lui-même avait indiqué et que nous n'allons pas tout mettre dans un seul panier qu'est le pétrole. Là, au moins, nous verrons bien la diversification de notre économie qui viendra de la diversification des partenaires. 67 États, je crois que c'est une occasion d'un grand plaidoyer pour le pays, pour atteindre nos objectifs. Et c'est ça l'intérêt des BRICS aussi, c'est ça à l'intérêt du nouvel ordre mondial. D'accord, tout à fait. Monsieur le ministre, comment, selon vous, comment les pays occidentaux, notamment ceux du G7, appréhendent-ils la montée en puissance des BRICS avec aujourd'hui le contexte mondial marqué par le conflit russo-ukrainien? Ah oui, mais vous avez bien raison de dire comment appréhendent-ils. Mais ils appréhendent avec une certaine peur dans le ventre, parce que c'est quand même eux qui sont les maîtres du monde jusqu'à un certain moment. Et comme ils n'ont pas été capables de s'adapter au nouveau monde, avec les nouvelles tendances qui sont des tendances démocratiques, n'oubliez pas que là, la décolonisation est terminée. Donc en réalité, la question de la décolonisation étant derrière nous, il ne restait que la question de la démocratie. Et ils ont cru qu'avec ce petit reste, il était possible de tenir par la barbichette les pays qui n'avaient pas encore accédé à cela. Ils se sont trompés, parce que justement, les BRICS ont ouvert un espace où tous les pays sont en égalité, et c'est quelque chose de très, très important. Et à partir de ce moment, on peut considérer que l'Occident ne peut que reviser sa leçon, d'abord sur son schéma de développement, ensuite sur les principes sur lesquels ils veulent tenir les pays en voie de développement, et troisièmement sur les perspectives de l'économie mondiale. Pourquoi je parle de ces trois tendances? C'est parce que leur modèle de développement, qui était conçu au départ à juste titre sur l'agriculture, la développer pour avoir des surplus, l'accumulation par l'agriculture, comme nous le disons, est un schéma qui a été rendu presque caduque par d'autres tendances de l'économie mondiale. C'est vrai qu'il y a les exportations, mais exportations tous azimuts. Ce n'est pas seulement exportation fondée sur l'agriculture. Deuxièmement, les tendances du monde en matière démocratique sont des questions qui ont beaucoup réveillé les peuples. Tout le monde est d'accord pour dire que la démocratie est une bonne chose, mais pas à n'importe quelle condition. On ne va pas venir baisser sa culotte, excusez-moi, devant un État parce qu'il s'agit d'aller vers la démocratie. La démocratie a son rythme en fonction de la culture des peuples, en fonction des difficultés des terrains qu'on rencontre, mais aussi en fonction des niveaux de croissance et de développement. Et justement, le défaut des pays développés, c'est de n'avoir pas compris que ce qu'eux, ils ont réussi en plusieurs temps, il n'était pas possible pour l'Afrique, par exemple, de le réussir en si peu de temps. Et troisième chose, les perspectives d'aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est le bien-être des peuples. C'est le progrès social. Il faut que les peuples mangent, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'ils s'éduquent. Voilà le plus important. Or, justement, dans ces schémas des formes historiques de développement, ces questions n'étaient pas des questions prioritaires. Aujourd'hui, en replaçant le développement durable au centre de la question du développement, ces choses sont prises au sérieux. Et croyez-moi que quand vous regardez les pays du BRICS, vous vous rendrez compte que ces questions sont traitées avec minutie et ouvrent les pays à des financements qui sont très très importants. Regardez seulement dans notre pays, dans quelle mesure la Chine a été capable de s'investir dans les domaines de la santé, pour construire des hôpitaux, dans le domaine des infrastructures, pour construire des routes, pour construire des ponts, pour construire des aéroports, dans d'autres domaines aussi qu'on ne cite très bien, mais parce qu'ils avaient déjà accumulé une certaine expérience et ils avaient compris que l'alternative au G7, l'alternative aux pays développés, était le bien-être de nos peuples. Donc la proximité du développement a été une chose importante qui aujourd'hui peut rassembler au-delà du G7 les pays qui sont en quête de développement et qui ont besoin d'apporter une solution aux demandes sociales des différentes populations que nous avons dans notre pays. Donc oui, l'Occident a raison d'être inquiet, de voir ces pays se développer, afficher des croissances extraordinairement importantes, d'avoir aussi un stock de financement que l'Occident n'a jamais eu. Aujourd'hui, les chances, j'allais dire, les opportunités de financement ne se trouvent plus en Europe, se trouvent en Asie, se trouvent au Brésil, se trouvent en Chine, vraiment surtout en Chine. Aujourd'hui, même les Européens eux-mêmes, ils frappent à la porte de certaines institutions pour chercher du capital en Asie. C'est pour dire que le nouveau modèle de développement que présentent les BRICS est un modèle qui est adapté à nos pays,
est un modèle qui ouvre des perspectives à nos pays dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est un modèle que nous pouvons suivre pour au moins les 30-40 prochaines années, avant que celui-là aussi ne monte des limites, pour assurer à nos peuples un avenir que je crois qui sera radieux. Monsieur le ministre, nous saluons la présence à cette rencontre importante de notre président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, qui est l'invité spécial de son homologue sud-africain. Alors comment percevez-vous ce déplacement du président Denis Sassou Nguesso, une simple courtoisie diplomatique, véritable attente géopolitique ou économique? Il y a du tout, madame. Ce n'est pas simplement qu'un enjeu diplomatique, c'est-à-dire un enjeu de rapprochement entre les États. Et sur ce point, il faut dire que c'est bien que le président ait fait ça dans la continuité de notre action diplomatique à l'extérieur. Vous savez que le Congo ne se donne pas des adversaires. Le Congo travaille et négocie avec tout le monde. Il y a un sommet France-Afrique, le président y va. Il y a un sommet Amérique-Afrique, le président y va. Il y a un sommet Turquie-Afrique, le président y va. Récemment, il y a un sommet Russie-Afrique, le président y va. Ça montre bien que nous avons fait le choix du multilatéralisme. C'est la première chose. La deuxième, dans ce genre de forum, surtout pour nous qui préparons bientôt le sommet sur les 3 bassins, c'est des raccourcis pour le président de rencontrer ses collègues, afin de leur partager les objectifs et même les enjeux de cette grande réunion qui se tiendra ici, je crois, dans 2 mois. C'est très important. Et troisièmement, pour le président, c'est marquer le sens de l'ouverture qu'il a toujours donné à notre pays. Vous savez que notre pays est aussi l'un des bassins de réception de l'investissement direct étranger. Le Congo fait partie des pays leaders dans ce domaine qui reçoit beaucoup de financement de plusieurs partenaires économiques. C'est aussi l'occasion pour le président de réaffirmer cette option qu'il a prise pour son pays d'accueillir l'investissement direct à l'étranger pour assurer le financement de notre économie. Et enfin, c'est une très bonne chose que le président s'y soit rendu parce que l'Afrique du Sud, c'est le pays de Mandela, madame. C'est Mandela Madiba. Et qui dit Mandela Madiba dit tout ce que ça veut dire sur la contribution du Congo pour la sortie de l'Afrique du Sud de cette période triste qui était la période de l'apartheid. Donc chaque fois que le président y met pied, non seulement on retourne à ses bons souvenirs de l'action du Congo par rapport à la coopération internationale, mais aussi à la capacité que ce pays peut avoir d'être proche de nous et nous aider à faire entendre notre voix à travers les BRICS. Docteur Nyama, quel intérêt, selon vous, pour Denis Sassou Nguesso d'être à cette rencontre des BRICS? Mais j'aimerais ajouter, pour ne pas fouiller notre propre histoire, le Congo a été l'un des pays leaders en matière d'internationalisme prolétarien. Ça se disait autrefois comme ça. Et vous verrez bien que la diplomatie congolaise est largement encouragée par notre histoire. Et cette histoire a été bel et bien entretenue, particulièrement par son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, notamment sur la question de l'apartheid et la sortie enfin de cette crise. Parce que le président congolais s'est trouvé dans une position tout à fait particulière où le Congo a contribué à faire en sorte que les Cubains se retrouvent en Angola. Et que l'une des difficultés qu'il y avait, c'était on ne peut pas avancer si les Cubains sont encore là. Et le président était le meilleur interlocuteur auprès des Cubains afin qu'on ait trouvé le compromis historique qui a permis de créer ce dégel et d'arriver jusqu'à ce que l'apartheid tombe. Je ne vois pas, je ne crois pas qu'il y ait un seul militant de l'ANC qui puisse ne pas se souvenir du Congo, surtout lors des grands forums comme celui-là. Et comme par hasard, l'histoire fait que le même homme d'État qui a vécu, qui a participé, qui a contribué, puisse se retrouver aujourd'hui aux affaires et qu'il y a un grand événement comme celui-là, qu'un président sud-africain puisse ne pas avoir un regard tout à fait particulier pour le Congo. C'est presque une évidence pour nous qui avons un certain âge de le comprendre. Le président invité spécial du président Ramaphosa, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais à cela, il faudrait ajouter une autre chose. Le Congo parfois s'ignore lui-même. En matière environnementale, nous avons été les pionniers. Pourrais-je le dire même au niveau mondial? Parce que, nous avons commencé très tôt le reboisement, la réforestation. Parce que lorsque vous voyez les plantations réalisées par le Congo, datent déjà des années 47-48.
Ngwa 1, Ngwa 2, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions régénérer la forêt au moment où tout le monde se mettait à couper sauvagement la forêt et qui se soit retrouvé totalement dégarni. Et pourtant, le nous Congo sommes est dans l'un un des pays forestier le moins dégarnis et on y a pensé quand et même. qui en a démontré, est allé jusqu'à la recherche de tout ce que l'on peut appeler les essences à croissance rapide. Et vous le savez, une des rares fois que le Congo peut vanter un primat mondial, c'est en matière d'essence à croissance rapide, notamment les eucalyptus. 2 cm par jour. Et tous sont venus à l'école congolaise, brésiliens, scandinaves et autres. Et aujourd'hui, dès qu'on parle environnement, le cachet du Congo est présent. Et vous le voyez bien, le Congo a été l'un des tout premiers à instaurer une journée de l'arbre. Non seulement une journée de l'arbre, mais il voit également qu'est-ce que le Congo a pu faire même en matière de recherche. Parce qu'on ne vient pas vers un modeste pays comme le Congo apprendre à faire le clonage pour des Brésiliens, pour des Scandinaves. Mais ça s'est produit au début des années 80. Et tous ont commencé à suivre le Congo. J'ajouterai une autre chose qui peut paraître moindre, mais tout à fait important. Vous vous imaginez, si on n'avait pas anticipé en termes de prospective, Pointe-Noire serait sur des températures de l'ordre de 45 degrés. Mais nous avions créé un massif forestier avant tout le monde. Donc nous avions été écologistes avant tout le monde. Comment voulez-vous qu'il y ait une rencontre qui va traiter des questions de développement durable sans qu'il y ait le Congo représenté au plus haut niveau, notamment par son chef de l'État. Donc pour moi, je trouve que c'est tout à fait une évidence, une reconnaissance au niveau international également des efforts que le Congo a eu à réaliser et pour lesquels les gens pensent que le Congo est un pays modèle dans ce domaine. Le président aujourd'hui fait un plaidoyer au niveau international lors des différentes rencontres. Mais vous aviez vu, il n'y a même pas un mois, le président était au Brésil sur cette question. Et demain, le sommet aussi, des sommets qui va réunir les trois grands bassins forestiers se fera au Congo. Et je crois que là, une fois de plus, c'est un couronnement de cet effort historique, diplomatique, politique que le pays a mené, que nous devrions normalement capitaliser. Et je préférerais peut-être m'arrêter parce qu'on aurait beaucoup à dire. Parce que là où on a fait le plus de succès, on semble s'ignorer. Exactement. Et j'ajouterais, juste comme information, l'eucalyptus le plus long du monde. On l'a trouvé ici au Congo et nulle part au monde. Ça veut dire que les succès scientifiques réalisés sur le terrain ont été mondialement reconnus. Denis Sassou Nguesso à Johannesburg, au BRICS, un acte fort et important, selon vous, Monsieur Lebela? Oui, je pense que les 2 premiers invités ont assez balayé l'espace. Mais je voulais simplement ajouter que le charisme diplomatique et écologique du président de la République se passe de commentaires aujourd'hui. Le président de la République est allé plus loin que chacun de nous le pensait. Vous imaginez porter la voix de l'Afrique et sur des questions spécifiques et relatives au développement durable, c'est quand même une qualité qu'il faut déjà féliciter. Je crois à ne plus vouloir dire grand-chose. Mais en plus de cela, vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même un événement historique. Si le président de la République bénéficie d'un bon voisinage avec ses pairs, c'est simplement parce que lui-même, c'est un politique de grande qualité. Et je crois qu'il aura un mot à dire, et puis il porte les yeux et les oreilles du pays. Je crois que c'est une bonne chose. Sa présence est très utile en Afrique du Sud. Vous avez parlé tout à l'heure du PND. Nous savons tous que c'est un projet très ambitieux pour le Congo, le Plan national de développement, qui est aujourd'hui à la recherche des financements. Et vous pensez aussi que ce serait peut-être une occasion, une opportunité pour le Congo de multiplier les partenaires pour finalement évoluer dans ce projet PND. Le président de la République lui-même l'a déclaré que nous avons besoin de beaucoup de partenaires. Nous devons diversifier nos partenaires. Et effectivement, nous allons diversifier nos partenaires parce que nous avons des ambitions de diversifier notre économie. Et vous savez que l'un des problèmes de nos plans, en termes d'investissement, c'est un problème de financement. Je crois que là, le plaidoyer pourra être mené en faveur du Congo pour le financement de notre plan et pour le financement de nos actions. Ce qui est déjà là, parce que vous êtes sans ignorer que le Congo a beaucoup de défis sociaux, a beaucoup de défis économiques et qui mérite bien des financements. D'ailleurs, le président à Moscou l'avait déjà déclaré en disant qu'aucun pays d'Afrique ne peut se développer par lui-même.
il a besoin de financements qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est l'occasion où le président de la République pourra parler avec beaucoup d'interlocuteurs qui disposent des financements utiles pour le Congo. Monsieur le ministre, nous savons modestement prendre notre place dans l'échiquier mondial. Nous apprenons d'abord auprès des autres et c'est pour cela que la présence du président là-bas est avant tout une question d'apprentissage pour connaître quelles sont les opportunités de financement qui sont offertes par les BRICS et que nous devons saisir. Et ensuite, quelles leçons pouvons-nous tirer de la marche en avant des BRICS? N'oubliez pas qu'il y a 30 ans, la Chine était un pays sous-développé. Vous voyez les progrès qu'ils ont réalisés en si peu de temps pour arriver à afficher les taux de croissance dont nous parlions tantôt et apporter des solutions, mais alors sensibles, réelles, concrètes aux problèmes qui sont posés par le peuple chinois. Le Brésil, d'une certaine manière aussi, il y a eu une petite pause lorsque le président Lula s'est retiré du pouvoir, mais je crois qu'aujourd'hui, ils vont reprendre leur rythme. La Russie, malgré la crise russo-ukrainienne, avait également posé quelques bases qui commençaient à intéresser beaucoup de pays dans la direction de la satisfaction des besoins des populations. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre. D'abord, dans cette proximité, au plan diplomatique, au plan économique, au plan financier, avant d'espérer de rentrer dans cette sorte de club ou bien de pôle. Si nous sommes favorables, ce sera tant mieux, mais si nous ne sommes pas favorables, nous devons travailler pour réunir ces conditions pour que de toutes les façons, demain, nous y rentrons et c'est inéluctable. Dans tous les cas, notre positionnement semble clair entre le BRICS et le G7. Aussi avec d'autres pays comme les nôtres, on comprend bien que nous soutenons bien cette initiative. Il n'y a plus de proximité même politique avec ces pays que nous ne pouvons avoir avec d'autres. Sauf que nous ne voulons pas avoir des adversaires. Nous acceptons tous ceux qui viennent, surtout quand ils nous respectent du point de vue de nos choix politiques et de nos choix démocratiques. Nous ne posons aucune barrière. Alors quel serait dans ce cas l'avenir du G7, sachant que plusieurs États ont quand même des alliances aussi avec le G7. Quel est l'avenir de cette alliance et est-ce qu'il n'y aura pas risque d'explosion? Je crois qu'il ne faut pas parler en termes d'explosion. Parce qu'ici, c'est une communauté d'intérêts. Personne ne veut perdre. Si je constate que je me suis mal pris, je m'ajuste pour que je puisse gagner davantage. Mais je voulais beaucoup plus revenir du côté de nos pays. L'Afrique, comme on le reconnaît, il est qualifié d'un continent pauvre, mais très riche en ressources naturelles. La caractéristique principale des pays BRICS, ce sont des pays qui ont créé des grandes usines de transformation de matières premières. Je veux prendre un exemple pour le cas de notre pays. Nous avons le fer à Swanké, le fer à Mayoko, le fer à Zanaga, et peut-être même ailleurs, parce que notre recherche minière n'est pas complète. Nous ne la maîtrisons pas totalement. Mais déjà pour cela, et là je reviens à l'approche keynésienne qui nous a tous nourris, les trois économistes que vous voyez ici, le fer à béton, ou tout ce qui est acier, est la base de toute construction. C'est vrai, je veux faire une route, j'ai besoin du ciment. Mais il faut le faire pour faire un pont. Je veux construire des buildings, il me faut le faire. Et le Congo en a à foison à revendre. Développer un partenariat avec un des géants des BRICS qui est là, gros consommateur, parce que les plus grands hauts fourneaux du monde aujourd'hui ne se trouvent plus dans les pays des G7, mais plutôt en Chine, en Inde ou ailleurs. Donc, déjà pour eux, nous représentons un marché intéressant dans le cadre d'un partenariat. Et donc, ceux qui autrefois faisaient de nos mines des réserves pour dire « nous les exploiterons lorsqu'il n'y en aura plus », ils n'ont plus ce droit. Ils l'ont déjà perdu de fait avec cette ouverture que les BRICS viennent de créer. Et le monde est donc appelé à changer. Et les uns et les autres doivent dire « si je veux continuer à faire tourner mon haut fourneau, je peux venir au Congo. Si je ne viens pas, il y a un autre qui viendra. » Car les hauts fourneaux doivent continuer à tourner. Nous devons produire davantage de l'acier pour faire tout ce que nous avons fait. La route, la soie. Vous êtes sur une distance des milliers et des milliers de kilomètres à faire et le fer à béton vous accompagne partout pour le faire. Ce qui veut donc dire que pour un pays comme le nôtre, et bien d'autres d'ailleurs d'Afrique, la RDC et bien d'autres pays, nous sommes des pays qui avons suffisamment de la matière première. Maintenant, tout ce qui nous reste avec les BRICS, c'est de savoir bien négocier. Est-ce qu'il faut que nous puissions continuer à rester des simples pays pourvoyeurs de matières premières, à vendre la matière première, ou de faire la transformation sur place en vue de pouvoir diversifier nos exportations? Et c'est là la clé du succès de demain et même de la construction
de l'Afrique à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Parce que nous allons là-bas avec des ambitions. Exactement. Nos présidents se concertent entre eux. Et ils savent qu'avec les BRICS, ils ont l'argent, ils ont la technologie, ils peuvent venir. Mais s'ils viennent, comment est-ce que nous faisons? Et comme ça, nous améliorons aussi la qualité de notre partenariat. Et qui va aider, bien sûr, à booster nos taux de croissance. Parce que plus nous sommes arrimés à eux ensemble, naturellement, il y a les effets bénéfiques qui retombent au niveau de nos économies, c'est-à-dire l'accélération de nos taux de croissance. Je disais tantôt, hier, nous avons eu même des taux de croissance à 10%, mais comme c'était tenu que par le seul pétrole, vous avez vu, dès que ça n'a pas marché, on est tombé. Mais si nous avons déjà 3, 4, 5 produits, soyez rassurés que le Congo rentrerait maintenant dans ce bloc de pays qui peuvent se garantir des taux de croissance soutenus sur le moyen et long terme, ce qui n'a toujours pas encore été le cas jusque-là. Donc l'ouverture avec les BRICS, qui ont besoin de la matière première, qui ont besoin de la transformer, est un atout majeur pour lequel la diplomatie congolaise, au-delà de la réunion elle-même, et les forats, les huis clos qui se font, vont être très très féconds et d'ailleurs vont se poursuivre. Parce que moi je crois que l'année se clôturera bien pour nous avec le sommet d'octobre. Ça, c'est inévitable, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire un développement sans intégrer la dimension environnementale. Or, dans cette dimension-là, le Congo a pris de l'avance comparé à bien d'autres pays. Exactement. Et pour lesquels je crois que je n'ai pas envie de commencer la fête avant la fête, mais je crois que cela augure des bonnes perspectives pour l'économie congolaise. Monsieur Lebela, ne doit-on pas craindre une sorte d'implosion des anciennes alliances, notamment avec le G7? Moi, je ne crois pas qu'il y aura une implosion de G7. Les associations peuvent cohabiter. Ici, une autre association arrive pour donner des opportunités et à ce que désormais on appellera le Sud global. C'est un nouveau concept qui concerne tous les pays sous-développés et c'est à partir de ces BRICS que nous pouvons aujourd'hui régler nos problèmes intérieurs. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez que le Congo a beaucoup de matières premières, a beaucoup de potentialités, mais nous butons pour quelque chose. Nous n'avons pas assez d'infrastructures de transport. Nous n'avons pas de port minéralier, par exemple. Le port minéralier. Nous avons des problèmes énergétiques chez nous. Je crois que plusieurs appels faits à l'endroit des pays développés n'ont pas donné de réponse positive. Aujourd'hui, je crois que c'est une occasion où le Congo pourra s'adresser à ses pairs au niveau des BRICS. Je crois que désormais, on aura là, effectivement, une voie et une opportunité. Surtout qu'il sera peut-être mieux compris qu'avec d'autres partenaires. Tout à fait. Monsieur le ministre, je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, en conclusion, que peut-on retenir de l'intérêt que le Congo peut tirer de la participation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à cette rencontre des BRICS? Mais d'abord, il faut saluer la présence du président à ce grand forum international, puisque ils ont voulu que ça soit élargi à d'autres pays avec une invitation spéciale pour notre président. Le président est le meilleur ambassadeur de son pays. Il sait défendre la cause de notre pays et nous lui faisons confiance pour que les grandes thématiques qui peuvent porter notre pays vers le développement soient abordées avec ses collègues du BRICS. Ça, je n'en ai aucun doute. Nous avons parlé tout à l'heure des opportunités, puisque le BRICS, c'est ça, c'est la promotion des échanges, c'est le multilatéralisme. Les zones économiques spéciales, par exemple à Pointe-Noire ou à Olombo, ont besoin de financement. Et justement, le projet de société du président, dont la déclinaison est le PND, nous en avons parlé, insiste beaucoup sur la possibilité de diversifier notre économie. Nous l'avons déjà tous reconnu ici, que nous avons beaucoup de potentialités, mais il faut aller jusqu'au bout. Et je crois que les BRICS devraient pouvoir nous aider de ne pas faire comme on a fait avec l'Occident, c'est-à-dire de ne exploiter que les matières premières et aller au-delà. Je crois que le président mettra ces questions sur la table pour qu'effectivement, dans des projets comme les zones économiques spéciales, il soit possible de faire au moins la première transformation. Ça va faire de la valeur ajoutée, ça va nous faire des emplois, ça va faire également le renflouement de nos caisses au niveau de l'État pour que nous puissions avancer. Et enfin, je considère que la présence du président de la République est dans le droit fil parce que de son réalisme économique et de son réalisme diplomatique pour faire de telle sorte que nous puissions avoir suffisamment de financement. Il nous a manqué de dire que le PND a été conçu pour être financé
essentiellement, majoritairement par les financements extérieurs. Soit investissement direct étranger, soit PPP, partenariat public-privé. Mais jusqu'à présent, je crois que nous avons du mal encore à y arriver. C'est pour cela qu'il faut une diplomatie encore plus active, à la tête de laquelle lui-même il se trouve, pour pouvoir obtenir les financements dont nous avons besoin pour assurer le financement du PND, afin qu'il puisse libérer toutes les attentes auxquelles nous sommes attachés dans ce plan national de développement et que nous puissions effectivement avancer d'un cran, puisque n'oubliez pas que ce que nous avons dit, c'est ensemble poursuivons la marche. Et nous ne pouvons pas poursuivre la marche s'il n'y a pas de financement, si nous n'avons pas une coopération active, s'il n'y a pas l'investissement direct étranger, et si nous ne produisons pas pour pouvoir assurer la promotion de nos échanges dans le cadre de la possibilité que nous offrent les BRICS. Merci, Monsieur le Ministre. Dr Nyama. Opportunité nouvelle pour le Congo et pour la communauté économique et financière internationale. Des nouveaux enjeux qui vont rebattre les cartes pour faire en sorte que surtout les pays du tiers-monde y trouvent l'espace qui leur manquait jusque-là. Et puisque nous le croyons, et les choses en seront ainsi, nous pourrions être rassurés que ce forum produira des résultats, mais qui vont être approfondis en bilatéral. On se retrouve en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, il y aura naturellement ce que l'on appelle généralement les commissions mixtes, Congo-Inde, Congo-Chine, Congo-Brésil et autres, qui vont approfondir un certain nombre d'aspects. Tout à l'heure, mon frère se plaignait, et nous le connaissons, nous nous plaignons tous, nous avons 37 000 mégawatts à devoir exploiter selon un inventaire fait par les experts de notre propre pays. 37 000 mégawatts en hydroélectricité, sans compter le solaire et autres. Ça voulait donc dire que si nous devons faire notre industrialisation, le courant ne viendrait pas nous manquer, car une fois de plus, la nature a été très généreuse avec nous, avec tous les cours d'eau que nous avons et tout. Donc, ce qui veut dire que si nous avons déjà fait un grand pas en ce qui concerne les routes, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà attrayant, intéressant. Aujourd'hui, vous avez un cordon électrique qui part de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, de Brazzaville jusqu'à Ouesso et se prolongerait jusqu'à Soanké. Il nous suffira d'avoir la construction d'autres barrages comme Cholet et autres par ces mêmes partenaires pour que nous puissions assurer, nous puissions densifier davantage le premier ou le deuxième niveau de transformation pour faire également de ce Congo un futur BRICS. Le Congo un futur Parce que BRICS. l'ambition est permise. Ah oui, nous ne sommes pas là que pour accompagner les autres. J'en ai terminé. Merci, docteur. Michel Ebela. Je dirais bien que la présence du président de la République en Afrique du Sud est une présence importante. Et elle doit être normalement mise en valeur par les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir que les Congolais s'approprient les recommandations de cette réunion pour faire quelque chose au pays. C'est très important. C'est dans cela que notre présence pourra être, passez-moi l'expression, une présence rentable. Autrement, ça sera encore des voyages de plus. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés. Merci Monsieur Lebela, merci Docteur Nyama, merci Monsieur le Ministre pour vos éclairages. En tout cas, merci très chers téléspectateurs pour votre attention. Nous avons évoqué les enjeux du 15e sommet des BRICS avec la participation du président de la République Denis Sassou Nguesso, invité spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa. À très bientôt sur nos antennes.